À tous les indicateurs imaginables, les dents de la mer auraient dû échouer. Le calendrier s'effondra, le budget explosa, la technologie les trahit. À plusieurs reprises, ceux qui y participaient crurent le film irrécupérable. Ce qui le sauva ne fut pas la planification, ce fut la survie. Abonnez-vous, likez, commentez et plongeons dans les secrets que vous avez manqués. Numéro 1. Le film faillit avoir un capitaine totalement différent à la barre. Avant que Steven Spielberg ne prenne le poste, le studio avait engagé un réalisateur nommé Dick Richards. Il semblait être un excellent choix, jusqu'aux premières réunions de production. Richard décrivit l'ouverture du film au producteur et à l'auteur Peter Benchley. La caméra sortirait de l'eau pour montrer la ville, puis la baleine sortirait de l'eau. Tout le monde dans la pièce marqua une pause. On lui rappela que c'était un requin, pas une baleine. Richard hocha la tête et continua. Quelques minutes plus tard, il recommença. La baleine saute, la baleine dévore le bateau. Ce n'était pas un lapsus isolé, cela se reproduisit inlassablement. Les producteurs commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Une baleine est un mammifère souvent perçu comme une créature douce et intelligente. Un grand requin blanc est une machine à dévorer venue de la préhistoire. Si Richard traitait le requin comme une baleine, l'horreur disparaîtrait. Cette simple confusion de vocabulaire lui coûta le poste. Il fut congédié et le studio se tourna vers un jeune réalisateur sans grande expérience, Steven Spielberg. Terrorisé à l'idée d'être étiqueté comme le gars des camions et des requins après duel, il accepta quand même le travail qui allait changer sa vie. Numéro 2. La terreur des dents de la mer vient de ce qu'on ne voit pas. Le requin reste dissimulé pendant la majeure partie du film, tapi sous la surface. Ce choix est souvent salué comme une décision artistique brillante, mais c'était en réalité un accident heureux, né d'un échec total. L'équipe construisit 3 requins mécaniques grandeur nature pour jouer le tueur. Ils les baptisèrent Bruce, du nom de l'avocat de Spielberg. Ces machines fonctionnaient parfaitement dans un bassin d'eau douce en Californie. Mais dès qu'elles furent plongées dans l'Atlantique salé, la catastrophe frappa. L'eau de mer provoqua une réaction chimique, l'électrolyse, qui rongea les câbles et détruisit les moteurs. Lors du tout premier test en mer, le requin ne nagea pas. Il coula directement au fond. Des plongeurs durent descendre récupérer l'accessoire coûteux. Jour après jour, la machine refusait de fonctionner. Les tuyaux pneumatiques éclataient, la peau se ramollissait, les yeux louchaient. L'équipe frustrée rebaptisa le robot le grand requin blanc de merde. Contraint d'improviser, Spielberg utilisa des barils jaunes pour signaler la présence du requin, de la musique pour annoncer le danger, et força le public à faire travailler son imagination. Si la machine avait fonctionné correctement, Les Dents de la Mer n'aurait peut-être été qu'un banal film de monstres de série B. Numéro 3. Avant même le début du tournage, le requin mécanique faillit changer le cours de l'histoire de la science-fiction. Fier de son nouveau monstre, Spielberg invita ses amis à le découvrir dans l'atelier des effets spéciaux. Parmi eux, George Lucas, alors en train de travailler sur un film spatial intitulé Star Wars. Fasciné par la mécanique, Lucas voulut voir comment fonctionnaient les mâchoires hydrauliques. Il glissa la tête dans la gueule ouverte du requin. Spielberg et le scénariste John Milius jugèrent que c'était le moment parfait pour une farce. Ils se glissèrent jusqu'au panneau de commande et appuyèrent sur le bouton pour fermer la mâchoire. Les mâchoires se refermèrent sur la tête de George Lucas. Hilarant, jusqu'au moment où ils tentèrent de les rouvrir. Le requin se bloqua. Les mâchoires restèrent verrouillées, emprisonnant le créateur de Star Wars. La panique s'empara des hommes. Les techniciens durent forcer les lourdes mâchoires pour le libérer. Dans la manœuvre, le requin se cassa. Craignant d'avoir détruit l'accessoire avant même que les caméras ne tournent, les 3 futures légendes s'enfuirent de l'atelier et prirent la fuite avant que quiconque ne puisse les accuser. Numéro 4. Tout le monde connaît la réplique, l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. On va avoir besoin d'un plus grand bateau. Elle n'a jamais figuré dans le scénario. C'était une vraie plainte de l'équipe en colère. La production avait lésiné sur les embarcations de soutien. La barge principale qui portait tous les éclairages, les caméras et la nourriture était beaucoup trop petite, encombrée et chaotique. L'équipe la surnomma sarcastiquement le SS vide-grenier. Chaque fois que quelque chose tournait mal sur la barge, que le déjeuner était en retard ou que les vagues faisaient tanguer le matériel, les techniciens grognaient au producteur. « On va avoir besoin d'un plus grand bateau ». Roy Scheider entendit cette phrase tous les jours, lors de la scène où son personnage jette des appâts dans l'eau et voit le requin pour la première fois. Il improvisa la réplique, une blague interne qui se retrouva dans le montage final. Sauf qu'elle faillit disparaître à jamais. Lors des premières projections test, les cris du public à l'apparition du requin noyaient complètement la voix de Scheider.
Spielberg retourna en salle de montage et allongea la scène de 35 pieds de pellicule supplémentaire, créant une pause plus longue entre l'apparition du requin et la réplique de Brody, juste assez de temps pour que les spectateurs cessent de hurler et entendent la chute. Numéro 5. La tension entre le vieux chasseur de requins Quint et l'océanographe fortuné Hooper semble authentique, parce que les acteurs Robert Shaw et Richard Dreyfuss ne s'entendaient vraiment pas. Leur relation oscillait entre respect professionnel et hostilité personnelle. Dreyfuss avoua plus tard qu'ils eurent un affrontement majeur, tout en reconnaissant que Shaw était la plus grande personnalité qu'il ait jamais rencontrée. Shaw estimait que Dreyfuss était arrogant et mou et prenait plaisir à le torturer. Il se moquait de son poids et de son manque d'expérience, le défiant devant tout le monde de faire des pompes ou d'exécuter des cascades dangereuses pour l'humilier. Un jour, il poussa trop loin. Dreyfuss, épuisé par le comportement de Shaw, arracha d'un geste rageur son verre de bourbon de ses mains et le jeta par la fenêtre dans l'océan. Le plateau se figea. On ne jette pas le verre d'un homme. Shaw ne dit rien. Il attendit son heure. Plus tard ce jour-là, alors que Dreyfuss devait être sérieux devant la caméra, Shaw s'empara d'un tuyau d'incendie hors champ et lui déversa un jet d'eau en plein visage, en plein milieu d'une prise. Cette hostilité constante, Spielberg la capta et l'immortalisa. Numéro 6. L'apothéose du film, avec le bateau de pêche qui s'enfonce lentement dans l'Atlantique sous les assauts du monstre, repose en partie sur un naufrage non planifié survenu un jour où personne n'était censé être mouillé. La production utilisait un véritable bateau pour les plans larges, l'orca, dont le nom avait été choisi avec un sens aigu du présage, puisque l'orque est le seul animal dans la nature qui chasse réellement le grand requin blanc. Ce jour-là, le prédateur devint la proie. Un bateau de soutien remorquait l'orca pour simuler le requin l'entraînant vers les profondeurs, mais le conducteur tira avec trop de force, arrachant les planches de la coque. Le bateau commença à couler rapidement, à des kilomètres du rivage. Spielberg, observant depuis un autre vaisselle, saisit un mégaphone et hurla à l'équipe d'évacuer les acteurs avant qu'ils ne soient entraînés sous l'eau. Pendant ce temps, l'ingénieur du son John Carter avait d'autres priorités. Immergé jusqu'à la poitrine, il maintenait son précieux magnétophone Nagra au-dessus de sa tête pour protéger le travail de la journée. En entendant les ordres du réalisateur, il aurait lancé « Les acteurs, sauvez le département son ». Le bateau finit au fond, mais les images et le son furent récupérés. Les bobines de film furent transportées en urgence dans des seaux d'eau douce jusqu'à un laboratoire new-yorkais pour rincer le sel. La preuve que même un orca coulé ne pouvait pas arrêter la production. Numéro 7. La première attaque sur Chrissy Watkins reste un modèle de maîtrise de la tension grâce à la précision millimétrique avec laquelle la scène fut montée. Le rôle fut confié à la cascadeuse professionnelle Susan Backlini, engagée spécialement pour la séquence. On lui fit porter un harnais dissimulé sous son maillot de bain avec 3 points d'accroche, un en avant et un sur chaque hanche, reliés à des câbles sous-marins courant jusqu'à la plage. Des équipes tiraient ces câbles de gauche à droite sur signal, créant ce que Backlini décrivit plus tard comme un jeu de tir à la corde humain et maîtrisé. Quand elle sentait la traction sur ses hanches, elle projetait les bras vers le haut aussi violemment que possible, puis répétait le mouvement dans le sens inverse. La caméra fixe rend l'attaque encore plus brutale, enfermant simultanément le personnage et le spectateur. Contrairement aux rumeurs persistantes, Backlini a précisé que ses cris de douleur faisaient partie de la performance. Elle ne fut jamais blessée. Ce qui était réel, c'était le froid. L'eau était glaciale et les prises duraient souvent plusieurs heures. Bien que la scène semble se dérouler de nuit, elle fut tournée en plein jour puis assombrie en post-production. Les plans de plage furent filmés à Martha's Vineyard tandis que la vue subjective sous-marine de Chrissy fut captée au large de Catalina Island, dont les eaux plus claires rendèrent le plan possible. Pour compléter la scène, Spielberg l'enregistra avec de l'eau versée dans sa bouche, tête renversée en arrière, produisant des hoquets brisés et étouffants qui amplifièrent la terreur d'une attaque se déroulant juste sous la surface. Numéro 8. L'un des plus grands changements par rapport au roman original fut imposé par une débâcle et un vrai requin qui en profita. À l'origine, Matt Hooper devait mourir dans la cage de plongée. Spielberg envoya les cinéastes Ron et Valerie Taylor dans les eaux au large de l'Australie du Sud pour filmer d'authentiques grands blancs interagissant avec une cage. Pour faire paraître les requins locaux de 4 mètres aussi imposants que le monstre de 7 mètres et demi du film, ils construisirent une cage à moitié taille et engagèrent le cascadeur Carl Rizzo qui mesurait à peine 1,45 m. Problème, Rizzo n'était pas plongeur et fut paralysé de terreur dès qu'il aperçut les prédateurs tourner autour du bateau. Il exigea de parler à son agent et refusa catégoriquement d'entrer dans l'eau.
Sous la surface, Ron Taylor filmait à 10 mètres de profondeur, caméra orientée vers le haut, quand un requin massif se prit dans les câbles de la cage et commença à se débattre avec une telle fureur qu'il brisa le treuil et envoya la cage s'enfoncer dans les profondeurs. Rizzo n'était heureusement pas à l'intérieur. Il était blotti dans la cale du navire avec une bouteille de gin. Les images de la cage vide dévastée étaient si spectaculaires que Spielberg réécrivit la fin sur le champ, permettant à Hooper de s'échapper de la cage et de se cacher sur le fond marin. Tout ça parce qu'un cascadeur avait trop peur pour plonger. Numéro 9. Pour réussir la spectaculaire scène finale où le requin explose, l'équipe avait besoin d'un professionnel maîtrisant les explosifs puissants. Ils engagèrent Richard S. Edwards, expert en détonation de l'institution océanographique de Woods Hole. Sa mission, bourrer le requin mécanique de dynamite pour créer une boule de feu cinématographique. Mais l'intérieur de la machine était un cauchemar de fibres de verre tranchantes et de pièces hydrauliques. Pour placer les charges au bon endroit, Edwards dut physiquement ramper dans la gueule du requin. Il s'enveloppa les genoux dans d'épaisses serviettes pour se protéger de la fibre de verre qui lacérait tout sur son passage, et comme l'espace était si exigu, il dut transporter les bâtons de dynamite dans sa bouche pour garder les mains libres pendant sa progression. Mais la dynamite n'était pas le seul contenu du requin. Pour rendre l'explosion viscéralement réaliste, l'équipe des effets avait bourré l'intérieur d'environ 90 kg de viande crue, chair à hamburger et steak. Quand la bouteille de plongée fut finalement percutée, le résultat produisit une gerbe de débris organiques bien plus convaincante que n'importe quel sang artificiel n'aurait pu l'être. Numéro 10. Robert Shaw apporta beaucoup de sa propre personnalité haute en couleur au rôle de Quint, y compris un moment qui donna brièvement au réalisateur un sérieux mal de tête juridique. Sur les quais, pendant la préparation du départ en mer, Spielberg encouragea Shaw à malmener un peu la femme de Brody pour renforcer le caractère abrasif du personnage. Shaw improvisa un poème gravé sur une vieille pierre tombale. Des vers parfaits pour un vieux loup de mer salé, mais qui rendirent immédiatement le réalisateur nerveux. Dès que la caméra s'arrêta, Spielberg prit Shaw à part et lui demanda d'où venait le poème, craignant qu'une chanson ou un livre publié n'expose le studio à des poursuites pour droit d'auteur. Shaw éclata de rire et lui dit de ne pas s'inquiéter des avocats. Il n'avait pas lu ces vers dans un livre. Il les avait vus gravés sur une vieille pierre tombale lors d'un voyage en Irlande. Numéro 11. Ces deux notes, d'Adam, sont le cœur battant du film. Mais quand le compositeur John Williams les joua pour la première fois à Spielberg, le réalisateur éclata de rire. Il vit Williams assis au piano, jouant ces deux notes lentes et simples avec deux doigts. Spielberg crut à une plaisanterie. Il demanda ce qu'il avait vraiment en tête. Williams n'était pas en train de plaisanter. Il expliqua que la musique devait être primitive et implacable, comme le requin lui-même. Spielberg finit par lui faire confiance. Ce fut la bonne décision. Il déclara plus tard que cette partition était responsable de la moitié du succès du film. Williams remporta l'Oscar de la meilleure musique originale. Lors de la cérémonie en 1976, il était lui-même chef d'orchestre dans la fosse ce soir-là. Quand son nom fut annoncé vainqueur, il dut poser sa baguette, courir jusqu'au pupitre pour accepter sa statuette, prononcer un discours, puis redescendre en courant dans la fosse pour continuer de diriger la soirée. Autre anecdote musicale, le tubiste Tommy Johnson demanda à Williams pourquoi son solo était écrit dans un registre si élevé et inconfortable pour cet instrument. Williams lui répondit qu'il voulait que ça sonne comme si l'instrument lui-même cherchait à vous faire du mal. Numéro 12. Trouver le lieu parfait pour incarner Amity Island fut une guerre en soi. L'équipe choisit Martha's Vineyard pour une raison très précise, le fond de l'océan. Le sable y descendait progressivement et maintenait une profondeur exacte de 9 mètres sur des kilomètres au large. Crucial, car le requin mécanique reposait sur une plateforme posée sur le fond. Trop profond, et le requin n'atteindrait jamais la surface. L'océan était parfait, la ville, beaucoup moins. Les habitants n'étaient pas enchantés de voir Hollywood envahir leur île. L'équipe dut construire la cabane de Quint sur un terrain vague à Menemsha. Les autorités municipales détestèrent ça, invoquèrent des violations du code de la construction et menacèrent d'émettre une mise en demeure. Mais un habitant donna un tuyau précieux à l'équipe. La bureaucratie locale était si lente qu'il faudrait des mois pour que l'ordre soit traité. Il leur dit de construire la cabane, de tourner le film et de la démolir avant que les papiers n'arrivent. C'est exactement ce qu'ils firent. Construite, filmée et détruite en 2 semaines, bien avant que la ville ne puisse intervenir. Ils payèrent également les habitants 64 $ pièce pour traverser la plage en hurlant, ce qui contribua probablement à apaiser les tensions. Numéro 13. Robert Shaw est iconique dans le rôle de Quint, mais il n'était pas le premier choix. Spielberg voulait d'abord Lee Marvin,
la figure du dur à cuire des années 1960. Quand on lui proposa le rôle, Marvin éclata de rire. Il pêchait pour de vrai dans ses loisirs. Alors pourquoi voudrait-il faire semblant de le faire dans un film? Le choix suivant fut Sterling Hayden, parfait pour le rôle, mais avec un problème majeur. Il avait de graves dettes fiscales envers le fisc américain. S'il acceptait un emploi rémunéré, le gouvernement saisirait tout son argent. Les producteurs élaborèrent un montage astucieux. Puisque Hayden était aussi écrivain, il lui achèterait un récit pour une somme importante, non sujette aux mêmes saisies, tout en le payant au salaire minimum pour le jeu d'acteur. Ils conclurent finalement que le fisc percerait la combine à jour et les ferait tous arrêter. Ils durent passer à autre chose. Leur choix final fut Robert Shaw, qui, par une ironie cruelle, avait exactement le même problème. Numéro 14. Robert Shaw était un citoyen britannique résidant en Irlande pour échapper aux impôts élevés. Il avait le droit de travailler aux États-Unis, mais seulement un nombre limité de jours. Au-delà, l'ensemble de ses revenus mondiaux serait taxé, ce qui l'aurait mis en faillite. Le tournage devait durer 55 jours. Il en dura 159. Au fil des semaines, les jours autorisés de Shaw s'épuisèrent. La panique le gagna. Pour le protéger du fisc américain, les producteurs durent l'exfiltrer du pays pendant ses jours de repos. Chaque week-end, il le mettait dans un avion pour le Canada, rien que pour suspendre le décompte de son visa. Ce va-et-vient permanent l'épuisa et contribua à sa consommation excessive d'alcool sur le plateau. Malgré le triomphe commercial colossal du film, Shaw admit plus tard n'avoir pas touché un seul centime de Les Dents de la Mer. Entre les pénalités fiscales, les frais de voyage et les lois internationales complexes, il dut renoncer à la totalité de son salaire pour rester hors de prison. Numéro 15. Le monologue de Quint sur le naufrage de l'USS Indianapolis est l'une des scènes les plus célèbres du film, l'histoire de ces hommes attendant pendant des jours dans l'eau, dévorés un à un par les requins. Le texte fut écrit par plusieurs mains, mais Shaw en rédigea lui-même la version définitive pour lui donner ce rythme brut et cadencé. Au moment de tourner, il demanda à Spielberg s'il pouvait jouer la scène en état d'ébriété, puisque son personnage était en train de boire. Spielberg accepta. Shaw se saoula au point de ne plus tenir debout. Il bredouilla ses répliques, perdit le fil et dut finalement être raccompagné hors du plateau. Les images étaient inexploitables. Shaw, accablé, appela Spielberg ce soir-là pour s'excuser. Le lendemain matin, il revint parfaitement sobre et livra le discours en une seule prise impeccable. La réaction que l'on voit sur le visage de Richard Dreyfuss dans cette scène n'est pas du jeu d'acteur. Dreyfuss dit plus tard qu'il était envoûté par la performance de Shaw, qu'il n'interprétait plus un personnage écoutant une histoire, mais qu'il était un jeune acteur hypnotisé par un maître. Numéro 16. Il y a une scène douloureuse où Madame Kintner, la mère du garçon tué, s'avance vers le chef Brody et le gifle en plein visage, lui reprochant d'avoir gardé les plages ouvertes. Madame Kintner était jouée par Lee Fierro, une professeure de théâtre locale et non une actrice professionnelle. Spielberg lui expliqua que les gifles cinématographiques sonnent faux quand on retient son geste, et lui demanda de frapper Roy Scheider pour de vrai. Fierro, intimidé, obéit. Spielberg était perfectionniste et fit recommencer la scène encore et encore. Fierro gifla Roy Scheider 17 fois. Dans l'une des prises, elle le frappa si fort que ses lunettes volèrent. Son visage était cramoisi en fin de journée. Scheider ne se plaignit pas une seule fois. Il dit à la directrice de casting que ça en valait la peine pour la scène, mais avoua en plaisantant avoir dû consulter un chiropracteur pour remettre son cou en place après cette correction. Numéro 17. Le jumpscare le plus percutant du film, Matt Hooper découvrant une tête tranchée à l'intérieur d'une épave submergée, fut une addition tardive, née de l'appétit d'un réalisateur avide de nouvelles émotions. Lors des premières projections test, Spielberg constata que le cri le plus fort du public survenait quand le requin jaillissait brusquement de l'eau pendant la scène des appâts. C'était une excellente réaction, mais il voulait une frayeur supplémentaire au milieu du film pour maintenir les spectateurs en alerte. Universal refusa de financer d'autres prises. Spielberg investit alors $3000 de sa propre poche pour tourner la séquence. Ne pouvant retourner sur l'Atlantique, il mobilisa une petite équipe dans le jardin de sa monteuse, Verna Fields. Ils installèrent un morceau de coque de bateau dans sa piscine, mais l'eau chlorée était trop transparente pour ressembler à l'océan. Pour la rendre trouble et profonde, ils y versèrent du lait. La tête terrifiante de Ben Gardner était en réalité un moulage en latex d'un pêcheur local nommé Craig Kingsbury. Quand elle surgit de cette eau laiteuse, la frayeur fut si efficace qu'elle rendit paradoxalement la scène des appâts moins choquante. Le public n'osait plus jamais relâcher sa vigilance. Numéro 18.
Le panneau Amity Island vous accueille, avec sa baigneuse souriante et son aileron de requin tagué en noir, est une image emblématique du film. Le chef décorateur Joe Alves était obsédé par le réalisme. Il ne se contenta pas de peindre un panneau, il créa tout un langage visuel pour l'île, concevant une typographie spécifique qui paraissait accueillante et devenait sinistre une fois profanée. Le département artistique appliqua le graffiti pour qu'il ressemble à l'œuvre rapide et maladroite de teenagers locaux. En raison des règles strictes de la municipalité, le panneau ne pouvait pas rester en place la nuit. Il fallut le construire, le peindre, tourner la scène et le démolir en une seule journée. Aujourd'hui, ce design est légendaire. Des fans étudient les coups de pinceau du graffiti pour le reproduire et des collectionneurs perdent des fortunes pour des répliques d'un panneau qui ne tint debout que quelques heures. Numéro 19. Tout comme pour Quint, le rôle du chef Brody faillit aller à une très grande star. Le studio voulait Charlton Heston, célèbre pour incarner des héros dans Les 10 Commandements et La planète des singes. Il désirait vraiment le rôle. Spielberg dit non. Son raisonnement, Heston était trop héroïque. Si Charlton Heston était shérif, le public supposerait d'emblée qu'il s'en sortirait. C'était une figure plus grande que nature. Spielberg voulait que Brody soit un homme ordinaire, effrayé, dépassé par les événements, quelqu'un dont le public pourrait douter de la survie. Il choisit Roy Scheider, acteur de composition coriace. Heston fut furieux. Il prit le refus personnellement, au point de jurer de ne jamais travailler avec Spielberg. Quand celui-ci lui proposa des années plus tard un rôle de général dans 1941, Heston déclina et lui écrivit une lettre cinglante l'accusant de manquer de patriotisme. La rancune dura toute sa vie, tout ça parce qu'il n'avait pas eu le droit de combattre le requin. Numéro 20, le tournage de Les Dents de la Mer fut si chaotique que l'équipe rebaptisa le film Les Failles de la Mer, et aussi Jaws 1990, tant il croyait ne jamais terminer. Le budget passa de 3,5 millions à 9 millions de dollars. Le calendrier accusa 100 jours de retard. Spielberg n'avait que 26 ans. Il vivait dans un état de panique permanente, persuadé que sa carrière était terminée avant même d'avoir commencé, qu'Hollywood ne lui confierait plus jamais un film parce qu'il ne contrôlait pas son plateau. Il développa une anxiété sévère et de l'insomnie. Pour faire face, il trouva un moyen étrange. L'odeur du céleri le calmait. Il en achetait des quantités et dormait avec des branches sur son oreiller, le visage enfoui dans le légume pour apaiser ses nerfs. Il dit plus tard que ce film lui avait laissé un syndrome post-traumatique. Pendant des années après le tournage, il se réveilla en criant, rêvant qu'il était de retour sur l'océan, le requin en panne, le soleil en train de se coucher. Le film en fit une légende. Il faillit le briser mentalement et émotionnellement. Quel moment de Les Dents de la Mer vous a suivi le plus longtemps, celui que vous ressentez encore dans le ventre? Quel est votre premier souvenir de ce film? Laissez-le en commentaire, abonnez-vous pour d'autres secrets de cinéma et likez si cette plongée en valait la peine. La mer reste dangereuse, mais on reviendra nager.